Pour les participants francophones, vous pouvez choisir l'interprétation en français dans la barre d'outils Zoom. Il y a trois petits points. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder au globe avec le symbole, enfin interprétation, c'est le symbole globe, et choisir le canal français. All right. I see Bien, that we're over je vois 130 que nous participants sommes plus already de in the call, so 130. it's time to launch today's Il session est donc on the temps de new lancer la rule on session food packaging d'aujourd'hui, when vous it parler des comes nouvelles to règles de new l'Union rules for européenne PFAS and sur les BPA. emballages alimentaires, plus particulièrement pour ce The qui presentation will concerne be les given BPA et today les by PFAS. Aujourd'hui, Andreas cet exposé nous Kravitz. sera He's présenté par Andreas an Grabitz, expert in qui est un packaging expert, and food contact expert en material. emballage et matériaux I will destinés à être en do contact avec les briefly produits a short alimentaires. introduction Et je vais of faire une brève introduction, Agrinfo, vous présenter which is Agrinfo, supporting today's webinar. qui And appuie ce afterwards, Andreas séminaire, will après quoi tackle both the Andreas PFAS and BPA rules. nous parlera Both are des règles globally will be BPA built et in the PFAS. same way. Et We will start with a short on presentation of commencera donc what par une are those courte substances présentation de chacune de ces and substances. how are they used. Then it will On be parlera également de leur utilisation. discussed on why Ensuite, the EU is nous regulating PFAS expliquerons and BPA pourquoi in food l'Union packaging. européenne est en train What de are the réglementer new l'utilisation de restrictions ces or substances ban dans les emballages and the linked alimentaires. EU On évoquera les obligations. nouvelles There will be followed restrictions, by a les nouvelles presentation of the obligations, et challenges that ensuite nous passerons agri-food aux défis operators might que encounter. supposent cet And état de Andreas choses. will also give Et some Andreas recommendation nous when présentera it comes également to certaines strategy that recommandations en operators matière might de adopt. stratégie qui pourraient The être session will utilisées last for par les about 1 hour, opérateurs. and Cette then we session va will durer have environ roughly 1 heure, half an hour, après 30 quoi minutes nous avons réservé for question une and after trentaine de minutes answer pour session. les So feel questions. free to write everything Donc, you want in the chat, and I sentez-vous will collect the libre questions. You can write them both in euh, English or de French. We will poser des translate, and then questions Andreas dans will le answer chat. them. And Vous rest pouvez les assured, poser en the français et session en is being anglais et recorded, Andreas so y the recording répondra. will be Et made cette available after session, the je vous session, rassure, est and the enregistrée, presentation ce slide qui will veut be dire que shared as l'enregistrement well sera disponible with après all la the session. participants. Même chose pour les So, in a nutshell, diapositives qui today's seront webinar is distribués à tous les organized by participants. Agrinfo. Donc, ce It's a webinaire program est organisé implemented par by Agrinfo. COLEAD, a Agrinfo est un problème Brussels-based qui est mis en œuvre non-for-profit par private sector COLID, organization une that manages organisation à but non development lucratif program qui in the gère des agriculture and programmes food sector. de développement dans The le Agrinfo secteur program agricole et is alimentaire. financed by the European Le Union, programme but AgroInfo est this financé par l'Union session européenne, is mais not a cette representation session of the view ne of the reflète European pas les Union. opinions de la Commission européenne. Il faut le Agrinfo savoir. is Pourquoi eventually an AgroInfo? open AgroInfo, access for finalement, free platform est online un portail where en we accès monitor libre agri-food qui changes fournit and les new regulation. informations We actualisées can sur say toutes that les there are modifications about récentes et à venir. 180 new ones Euh, on introduced each compte year. à We peu près consolidate 180 all those modifications information chaque about année. new Nous rules regroupons toutes ces informations and sur les nouvelles European Union règles regulation in the website, and we try to dans ce simplify site them by Internet et providing nous essayons de clear les simplifier explanation en on fournissant what des are the explications changes claires and sur les règles the qui changent implication with et some of the les regulation as raisons de well. ces changements ainsi This que is a leurs brief implications. overview of the Voici Agrinfo donc un website. bref aperçu The du site link Internet is on the top. Agrinfo. Feel free to Vous avez access le lien au sommet de la to diapositive. visit the website. Si cela vous dit On the de website, you can also have the visiter possibility to le sign site, up vous pouvez to également vous the abonner newsletter au that is bulletin sent every second d'information qui est week, and diffusé there you toutes les have 2 semaines. a consolidated Et là, vous overview of all the trouverez latest également changes un that aperçu global Agrinfo de has toutes les reported dernières on. modifications apportées And par last l'Union piece of européenne à ces introduction règlements. before Et today's enfin, main core of the avant presentation. de passer à This presentation l'exposé is about the new European Union d'Andreas, on rules parle on aujourd'hui food donc des contact nouvelles règles européennes material. relatives aux So matériaux this is a entrant en part, it's a contact avec les subpart denrées eventually alimentaires. of Donc, il packaging s'agit en that fait is d'une intended to sous-partie come in de contact with food l'emballage, or drinks. les And emballages because of their qui entrent en specificity, contact avec les denrées alimentaires. C'est un that sujet material spécifique needs to et comply with ces both matériaux food contact doivent material être rules and conformes also packaging rules. aux règles So relatives aux emballages et aux déchets there are two d'emballage. sets
Vous avez donc deux volets, si vous voulez, deux volets de règles qui s'appliquent et qui nous seront présentés par Andreas par la suite. Cet exposé portera uniquement sur les exigences de l'Union européenne en matière d'emballage alimentaire et non sur l'utilisation de ces substances dans les aliments eux-mêmes. Donc, on ne parlera pas de contaminants alimentaires. Et maintenant, je donne la parole à Andreas et je vous souhaite une excellente session instructive et informative. Merci. D'accord, merci Axel pour cette introduction. Merci également de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous rejoins. Je vais essayer de maximiser mon écran. Voilà. Est-ce que Axel confirme qu'elle peut voir mes diapositives? Oui, je vois les transparents. Merci. Très bien. Donc, je suis Andreas Krawitz, je suis basé en Allemagne, consultant extérieur, consultant indépendant, et je travaille surtout sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux contaminants nouveaux, enfin émergents, si je puis dire. C'est Axel qui a trouvé ce très joli logo qui représente très bien ces deux substances. D'un côté, vous avez les PFAS aujourd'hui et de l'autre côté, le BPA, le bisphénol A. Et l'énorme différence, et je vous avertis avant d'entrer dans les détails, la grande différence, c'est qu'en ce qui concerne les PFAS, nous avons un règlement qui limite l'utilisation des PFAS, les quantités de PFAS, donc il ne s'agit pas d'une interdiction complète et totale. Dans le cas du bisphénol A, par contre, nous avons une interdiction générale d'utilisation avec une certaine période de transition. Et là, nous nous pencherons sur cette date, sur cette échéance un peu plus loin au cours de l'exposé. Bien. Ceci étant dit, je commencerai par vous présenter le premier sujet, à savoir les PFAS, les règles sur les PFAS. Vous savez probablement que l'Union européenne s'est dotée d'un nouveau règlement, un règlement sur les emballages et les déchets d'emballage, le PPWR, comme on l'appelle. Vous avez ici l'intitulé officiel, Règlement UE 2025-40, ce qui veut dire qu'il a été publié en 2025. Il s'agit donc d'un texte législatif vraiment nouveau. Et l'idée principale de ce nouveau règlement, c'est de protéger l'environnement. Et c'est un règlement qui ne parle pas particulièrement de sécurité alimentaire, de sûreté alimentaire plutôt, ou de protection de la santé du consommateur. En fait, le but, c'est de réduire l'ensemble des emballages. L'Union européenne cherche également de ce fait à éviter la présence de produits chimiques dangereux dans les emballages et la contamination de l'environnement par ces derniers. Et un des aspects, c'est justement les PFAS. Les PFAS dont il est question dans le PPWR. Que sont les PFAS? Je crois que c'est l'étape la plus importante, les définir. Ce sont des polymères. Donc, de nombreux PFAS sont des polymères qui contiennent une quantité relativement élevée de fluor, d'atomes de fluor. PFAS veut dire substances alkylées, perfluorées et polyfluorées. Et un des exemples que l'on connaît le mieux, c'est le téflon. Le téflon est vraiment un matériau qui repose sur des composés fluorés. Vous savez tout ce que le téflon a d'énormes avantages. Il s'agit tout d'abord d'un matériau extrêmement inerte face à des températures élevées. Il est inerte face, résistant aux aliments gras et aux acides agressifs. Et puis, c'est un produit, c'est une substance chimiquement extrêmement stable. Il ne se dégrade pas. Vous le trouverez souvent dans des instruments de cuisine, du matériel de cuisine, donc les casseroles, mais on l'utilise
également en production alimentaire. Certaines parties de machines qui interviennent dans la production alimentaire sont revêtues de téflon euh, pour que les produits alimentaires n'adhèrent pas aux surfaces des équipements. Mais vous avez d'autres applications, par exemple dans le cadre du passage à l'énergie verte, production de cellules solaires, voitures électroniques, etc. Tout cela utilise beaucoup de téflon. Mais nous devons, il faut bien comprendre que ces téflons n'est pas utilisé d'habitude dans les emballages alimentaires. On l'utilise surtout dans les équipements industriels ou dans les batteries de cuisine, par exemple. Il ne s'agit pas d'un matériau qui intervient dans les emballages alimentaires et donc le téflon, oui, c'est un PFAS, mais qui ne concerne pas le plus souvent les emballages alimentaires. Il y a un autre groupe, donc le téflon n'est pas pris en considération par le règlement. Vous avez d'autres polymères. Il s'agit ici de grosses molécules. Vous avez ces points blancs et les PFAS ne sont pas dans l'ossature des polymères, ils sont plutôt attachés aux polymères. Et ici, nous avons un point rouge et ce point rouge est un point faible, si vous voulez. Un PFAS peut être libéré, il peut se détacher du polymère et il sera disponible pour migration dans les produits alimentaires et donc pour ingestion par le consommateur parce que il n'est plus lié au polymère. Il s'agit d'une toute petite molécule qui peut facilement migrer dans le produit alimentaire ou aussi dans une boisson gazeuse, par exemple, et être ingérée par le consommateur. Application typique de ce type de polymère auquel des PFAS s'attachent, faiblement pour être honnête. Il s'agit des revêtements pour papier, quand on a besoin d'une propriété barrière contre l'eau et les substances grasses, donc agents hydrofuges ou oléofuges, qui sont sujets malheureusement à la dégradation et qui donnent lieu à la libération de petites molécules PFAS qui peuvent être ingérées par le consommateur. Un exemple, les sacs de pop-corn ici, que l'on peut placer au micro-ondes, des gobelets utilisés pour des boissons gazeuses, chaudes en particulier, les cartons dans lesquels on emballe des produits de restauration rapide et tous ces types d'emballages à emporter qui vous sont donnés dans les restaurants, dans les fast-foods. Ils sont recouverts de molécules PFAS et le problème, c'est que, et ici vous avez une publication scientifique qui vous le montre, naturellement je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais vous voyez que vous avez ici, quand il s'agit de beurre, de fromage, de pommes de terre ou de pain qui sont emballés, eh bien, on va y retrouver des molécules PFAS. Donc, ce n'est pas une théorie vaseuse. Non, ça se passe réellement. Il y a un risque de contamination des produits alimentaires si l'on utilise des PFAS dans ce type d'emballage à cause de ces petites molécules. Donc, pour ce carton, il faut faire particulièrement attention aux PFAS. Et puis, nous avons un troisième groupe de polymères. C'est ce qu'on appelle les polymères mixtes, bleu foncé et bleu clair. Dans le téflon, tous les points sont pareils, ce sont les mêmes monomères, mais ici nous avons deux monomères différents. Ces polymères sont utilisés principalement dans la fabrication du plastique et ils fonctionnent comme des adjuvants, des auxiliaires de production de polymères. Vous avez ici une unité d'extrusion. Le film est gonflé. Vous avez ici, en fait, c'est une instrumentation typique de production de films plastiques. Et le flux de polymère fondu
arrivent dans le dispositif d'extrusion. Ces produits chimiques, ces polymères mixtes fabriqués à partir de PFAS réduisent la friction du plastique liquide dans l'extrudeur. Et donc, la production de films plastiques est plus aisée, il y a réduction d'énergie. Et si vous n'utilisez pas cette aide ou cet adjuvant de production, il y a ce que l'on appelle dans l'industrie un phénomène de rétraction, d'effet peau de requin. Et on le voit ici, le film ne convient plus. Il ne convient plus à l'usage. Donc, on a besoin d'un adjuvant pour éviter cet effet peau de requin. Ces PFAS sont très populaires parce qu'ils ne sont pas chers, ils sont très efficaces, très efficients. Et le problème, c'est qu'ils sont chimiquement very stables. Donc, à partir du moment où ils sont là, ils y restent. Et ils restent là également durant le processus de recyclage. Il y a rejet de ces PFAS dans l'environnement où ils restent très stables. Une quatrième application n'est pas véritablement une application où les PFAS sont utilisés intentionnellement, mais où ils sont produits par une réaction secondaire non prévue ou non volontaire. C'est le cas des récipients pour les aliments qui sont fabriqués en polyéthylène et ces bouteilles ou récipients présentent de très mauvaises propriétés barrières, donc particulièrement les composés gazeux où les arômes peuvent migrer aisément à travers la paroi de polyéthylène. Et donc ce qui se passe, ce que l'industrie appelle un affaissement des bouteilles. Je ne dis pas que la bouteille se réduit en morceaux, mais vous voyez que les ingrédients peuvent migrer à travers la paroi de la bouteille et de ce fait, le volume diminue et la bouteille se rétrécit. Donc c'est un affaissement plutôt qu'une décomposition. Si la bouteille de polyéthylène est remplie d'aliments, vous avez une barrière et ce que l'industrie fait pour pouvoir utiliser pour renforcer cette barrière, c'est une fluoration directe. Donc la bouteille, on injecte du fluor gazeux et ce fluor gazeux remplace ou couvre la paroi interne du polyéthylène de haute densité et améliore énormément les propriétés barrières de ces parois. Mais le problème, et ça c'est quelque chose de bien connu, c'est que ici également des PFAS sont produits. Ce qu'on constate, c'est que à l'intérieur du polyéthylène haute densité fluoré, il y a des PFAS et ils migrent. Ici, par exemple, on a du ketchup, de la mayonnaise et on voit que ces substances migrent réellement dans les aliments et les contaminent, chose que nous voulons éviter. Donc, c'est en fait un sous-produit d'un processus industriel. En fait, il s'agit de molécules de très petite taille. C'est le dernier cas. Vous avez sans doute entendu parler de substances comme le PFOA, le PFOS ou l'acide hexanoïque, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont de très petites molécules qui migrent de l'emballage et sont transférés dans les aliments. Mais ils circulent également dans l'environnement, ce qui veut dire qu'ils peuvent aisément se déplacer dans les rivières, dans les cours d'eau, dans les océans. Et ils peuvent être transportés sous forme gazeuse dans les nuages ou dans les gouttelettes de pluie. Et donc, ceci veut dire qu'on les retrouve un peu partout dans le monde. En fait, ces substances n'ont pas d'utilisation industrielle. Elles peuvent apparaître comme des impuretés dans l'industrie de l'emballage et des éléments entrant en contact avec les aliments, mais ce sont des produits de dégradation, mais ne sont jamais utilisés de façon intentionnelle. Ce sont des produits de dégradation, mettons. Ils sont extrêmement stables en environnement et les scientifiques pensent que ces substances ont une demi-vie dans l'environnement, c'est-à-dire dans les océans,
dans l'atmosphère liées à des gouttes d'eau ou à des particules de poussière pendant des centaines d'années. Donc, ils sont extrêmement stables et ils perdurent dans l'environnement pendant très longtemps. Et ils ont une certaine importance du point de vue toxicologique. Les polymères ne sont assez inertes, mais si on ingère un polymère comme le téflon, ces polymères mixtes sont immédiatement éliminés. Mais la différence avec ces produits chimiques-ci, c'est qu'ils ont une importance toxicologique. Et ce qui complique les choses, c'est qu'il y a environ 15 000 substances qui appartiennent à ce groupe de PFAS. Et ceci fait qu'il y a une énorme variation dans les tailles des molécules, dans leurs propriétés moléculaires, et ce n'est pas quelque chose qu'on a comme dans le BPA, que nous verrons dans la deuxième partie. Nous n'avons pas un seul composant pour lequel on peut appliquer une réglementation, mais une énorme panoplie de produits chimiques dans le cas des PFAS. Donc pourquoi sommes-nous tellement préoccupés? J'ai déjà mentionné que les PFAS sont omniprésents dans l'environnement, ils sont très stables et donc il y a en plus des centaines de recherches scientifiques qui ont démontré leur présence dans les eaux souterraines et dans les eaux potables, dans les sols agricoles et également dans les aliments. Ils sont présents également dans des régions éloignées comme les régions arctiques, au milieu des océans et dans toutes les couches de l'atmosphère, et les PFAS de plus petite taille présentent également des problèmes du point de vue toxicologique, et je pense que ce nouveau règlement PPWR n'est en fait que la première étape. Vous savez, aux États-Unis, les autorités sont également très préoccupées par la présence de PFAS. En Europe, nous avons un règlement chimique général, le règlement REACH, et nous pensons que dans les prochaines années, on pourrait s'exposer à une interdiction complète des PFAS. Donc ce n'est pas un sujet qui est tout à fait à la une en ce moment, mais dans les 2-3 prochaines années, il faudra voir ce qui se passera. Bon, j'ai déjà mentionné que les nouvelles restrictions pour les PFAS prévues dans le PPWR concernent une limitation. C'est un nouveau règlement, le PPWR, qui est entré en vigueur cette année, au début de 2025, et il définit des exigences pour tout type d'emballage, pas uniquement pour les emballages alimentaires. Les PFAS, en fait, ne sont pertinents que pour les aliments. Nous sommes dans une période de transition en ce moment, ce qui veut dire que ces règles n'entreront vraiment en vigueur qu'à partir du 12 août 2026, ce qui veut dire qu'il nous reste à peu près 9 mois avant que cette règle ou ce règlement ne soit d'application, mais il faut bien comprendre qu'à cette date, tout emballage qui sera placé sur le marché dans l'Union européenne doit respecter ce règlement. Donc, si vous avez par exemple un délai de transport depuis l'Asie ou l'Amérique du Sud de plusieurs semaines, il faut déjà vous assurer quelques semaines à l'avance que vos emballages respecteront ce nouveau règlement. Et donc, il faut également penser au stockage en Europe, et là aussi, les règles doivent déjà être respectées avant le placement sur les étagères dans l'Union européenne le 12 août. Nous avons 3 limites à considérer, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Le règlement établit des limites sur la teneur en PFAS. C'est particulièrement important dans les emballages alimentaires. On
parle de la migration spécifique, mais dans ce contexte, la teneur en PFAS est limitée. Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous ayons ici à droite les aliments, à gauche l'emballage. Et dans cet emballage, on trouve plusieurs produits chimiques, des BPA, des phtalates, des métaux lourds ou des PFAS. Et si une substance migre dans les aliments, on parle d'une migration spécifique. Une migration spécifique d'un bisphénol A, d'un phtalate ou une migration spécifique d'une PFAS. Il y a d'autres juridictions dans le monde, en dehors de celle de l'Union européenne, qui réglementent la quantité d'un produit chimique qui peut migrer dans les aliments et avec certaines exceptions. C'est ce qu'on appelle la limite de migration spécifique pour le BPA ou pour le DEHP, pour les métaux lourds, etc. Donc la question qu'il faut se poser, c'est combien de ces petits points bleus que vous avez à l'écran migrent dans les aliments. Et si le produit chimique présente un risque pour la santé, il sera restreint, il sera limité. Donc la nouvelle démarche ici pour les PFAS, est-ce que si on n'observe aucune migration, il y a une limite à considérer. La teneur en PFAS qui est restreinte, qui est limitée, et c'est ce que j'ai mentionné au début, la raison, c'est que l'Union européenne ne souhaite pas protéger la santé des êtres humains, mais l'environnement, que l'environnement ne soit pas contaminé par les PFAS. Et donc, 3 limites ont été établies, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. La première concerne la teneur en toute substance individuelle. Je vous ai présenté une liste avec une série de produits PFOA, PFOS, sulfonate d'acide hexanoïque, etc. Tous ces composants doivent être présents à hauteur de moins de 25 parties par milliard, ou ppb. Si on les ajoute tous, la somme de ces PFAS doit être inférieure à 250 parties par milliard. Et le fluor total ne peut pas dépasser une teneur supérieure à 50 parties par million. Alors, je vais parler de la première limite ici, 25 ppb. Nous pouvons utiliser des instruments assez sophistiqués permettant d'analyser la présence de ces composés, c'est-à-dire qui extrait les substances du matériel d'emballage. Rappelez-vous, on parle de la teneur dans l'emballage, donc il nous faut sortir ces composés de l'emballage pour pouvoir l'analyser. Donc la première étape, c'est une étape d'extraction, et puis ensuite on réalise une analyse, une chromatographie. Avec cette méthode, nous pouvons séparer le PFOA du PFNA, du PFTA. Donc, par chromatographie, on peut les séparer en substances individuelles. Mais l'instrument ne sait pas tout seul à quoi correspondent ces différents pics, ces différentes substances. Donc, il nous faut former l'instrument, il nous faut l'éduquer. Il faut que l'instrument puisse être capable d'identifier les pics qui apparaissent. Donc, l'instrument dit, OK, ici, il y a un pic, mais l'instrument ne sait pas à quoi cela correspond. Il n'est pas intelligent de par lui-même. Donc, il faut lui dire, attention, ce pic à ce temps de rétention spécifique correspond au PFOA, celui-ci au PFNA, celui-ci au PFDA. Donc, il faut enseigner à la machine à comprendre à quoi correspond chaque pic. Et puis, il faut également lui apprendre à savoir à quelle quantité correspond chaque pic. Elle ne sait pas s'il s'agit de 10 ou 100 ou 200 parties par million, donc il faut calibrer la machine. Et de ce fait, il est nécessaire de disposer d'échantillons normalisés
analytique pour valider la méthode. Le problème, c'est comme je vous ai dit, il y a 15 000 produits chimiques à partir de PFAS à peu près, et nous n'avons que 600 substances pour lesquelles des échantillons standards sont disponibles. Donc c'est un problème. La plupart des laboratoires disposent peut-être de 100 substances, mais pour être honnête, la grande majorité en ont à peu près entre 30 et 60. Donc sur 15 000 substances, il peut y avoir un certain chevauchement d'un laboratoire à l'autre pour les substances les plus critiques, pour le PFOA et le PFOS par exemple, mais la plupart des laboratoires présentent une grande variation. C'est un peu comme une lampe de poche. La lampe de poche vous permet de voir une petite partie de votre environnement. Et ici, nous avons peut-être 30, 40, 50 substances qui sont détectables, mais en dehors de ce rayon de lumière, vous avez toute cette espèce de masse noire d'autres composants qui sont là pour lesquels il n'existe pas de normes analytiques et pour lesquels nous ne pouvons pas non plus former ou entraîner nos instruments. Donc, ici, une autre représentation. Nous avons ici 30 ou 40 substances qui sont visibles par un instrument particulier. Mais vous avez également un énorme groupe qui comprend à peu près 15 000 substances, voire plus, qui s'inscrit dans le cadre du fluor organique total. Et ces éléments ne sont pas analysables. Donc, on a besoin d'autre chose. Et puis, vous avez également le fluor inorganique. Ce sont principalement des sels, des fluorures. C'est un autre sujet de préoccupation. Tout cela ensemble, c'est ce qu'on appelle le fluor total. Ce sont les fluors connus, les fluors inconnus et les inorganiques. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le fluor total. Ce n'était que quelques exemples. Et le fluor total, deuxième paramètre, je vous ai dit, 50 ppm de fluor total, c'est l'autre limite à laquelle il faut se conformer. Et ce que font les laboratoires, c'est de prendre un morceau d'échantillon, un spécimen, donc un morceau de film plastique, un morceau de carton, on le place sur un contenant qui est placé dans un four. L'échantillon est incinéré à une très haute température, à peu près 900 ou 1000 degrés Celsius. L'ensemble du matériau est brûlé, incinéré, et il y a production de gaz. Ce gaz passe par de l'eau sous forme de bulles et le fluor qui est détaché, qui s'est décomposé durant l'incinération, va se diluer dans l'eau et il pourra être analysé par chromatographie ionique. Et là, vous aurez un pic, le premier pic de fluorure. Vous avez également le chlore, etc., mais ça ne nous intéresse pas. Vous avez donc ce pic de fluorure et nous allons à partir de là pouvoir analyser la quantité de fluorure présente dans les matériaux, concernés donc par la limite de 50 ppm. Nous ne savons pas finalement de quelle substance il s'agissait. Est-ce que c'était du téflon? Est-ce que s'agissait de polymères mixtes, de PFOA, de PFXA? Aucune idée parce que la molécule en tant que telle a été totalement détruite. Et tout ce que nous voyons, c'est la valeur du fluor total. Il faut garder cela à l'esprit, mais c'est la seconde exigence en plus des 25 ppm. Le point critique ici, c'est que la température ou le gradient de température utilisé par le laboratoire, c'est un paramètre critique parce que les résultats peuvent différer de manière significative à partir du moment où le laboratoire n'utilise pas la bonne température. Donc, qu'est-ce que l'on peut en dire? Point de vue défi. En ce qui concerne l'analyse du fluor total, vous avez des sels fluorinés comme le fluorure de calcium, également le talc que l'on trouve dans de nombreux échantillons de polyéthylène ou polypropylène. Ces analyses peuvent aboutir à des résultats sous-estimés. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode normalisée. Chaque laboratoire va vous demander qu'est-ce que vous voulez, vous le donnez certaines
explication et vous vous rendrez compte que la méthodologie va varier de laboratoire à laboratoire avec des résultats différents naturellement. Et puis, il y a également très peu de laboratoires qui sont équipés pour se livrer à ce type d'analyse. Donc, incertitude marquée quant à la fiabilité et problème parce que le nombre de laboratoires à même d'offrir ce service reste très limité. En ce qui concerne les substances individuelles visées par le seuil des 25 ppm ou leur somme 250, là, nous avons des listes de laboratoires mais qui proposent également des résultats qui ne sont pas comparables. Parfois, les laboratoires oublient quels sont les PFAS qui sont vraiment significatifs, ça complique la situation. Ils ont également besoin d'instruments de pointe, ils sont très chers aussi, et donc dans la plupart des pays fournisseurs, les capacités des laboratoires sont très limitées. Et bien souvent, vous n'avez pas du tout dans ces pays fournisseurs de laboratoires qui peuvent analyser les PFAS. Et donc, vous pouvez avoir des résultats, mais alors il faudra vous adresser à des laboratoires européens ou américains ou chinois, et ce, à un coût très, très élevé. Donc, car il s'agit d'analyses très coûteuses. Maintenant, stratégie PFAS. L'Union européenne a annoncé qu'au début de l'an prochain, elle publiera un document d'orientation sur la manière de se conformer à ces nouvelles restrictions PFAS. Ce document sera certainement publié dans Agrinfo. Il faut tout d'abord vérifier que les fournisseurs d'emballage n'utilisent pas de PFAS de manière intentionnelle. Et là, il ne faut pas oublier les adhésifs, les encres d'impression, les étiquettes, etc. À partir du moment où l'on utilise des papiers ou des cartons présentant des propriétés hydrofuges ou oléofuges ou des PE et PP destinés à des applications à haute température, il faudra faire contrôler le fluor organique total par un laboratoire extérieur et assurez-vous également que les laboratoires ont à tout le moins validé leur méthode, ou encore mieux, que ces méthodes ont été accréditées. Et là, je vous réfère aux normes ISO. Voilà. Et maintenant, j'abandonne les PFAS pour parler du BPA. Le BPA est réglementé par un texte tout à fait différent et spécifique. C'est le règlement 2024-3190 qui a été publié aux environs de la fête de Noël l'an dernier, donc il vient de fêter son premier anniversaire. Et le BPA est utilisé dans de nombreuses applications. Je crois que vous le savez. La plus importante étant les résines ou les revêtements époxy qui sont appliqués à l'intérieur des boîtes de conserve métalliques. Et là également, le BPA, naturellement, va migrer. Il s'agit donc d'une application majeure du BPA. Les boîtes métalliques, les boîtes de conserve métalliques, probablement pas aussi important en termes d'emballage alimentaire. Vous avez les polycarbonates qui sont utilisés principalement dans la fabrication de bouteilles, de contenants, également dans des articles de cuisine, percolateurs avec et également carafes à filtration d'eau. C'est très important parce que le BPA est très transparent il ressemble à du verre. Et le BPA est donc très populaire à cause de cela. Et nous savons qu'il y a migration de BPA sur le temps, au fil du temps, raison pour laquelle ces matériaux sont de plus en plus écartés. Et puis, une autre application qui n'est peut-être pas très connue par la plupart des industries, c'est les encres à durcissement UV. J'entends par là les encres qui sont appliquées sur un emballage et qui sont
durci par une lampe UV. Une lampe UV projette de la lumière sur la surface, il y a polymérisation et l'encre va se polymériser et va se transformer en polyacrylate. Et pour toutes ces substances, pour toutes ces encres d'impression, vous avez une composition typique. euh, Surtout les acrylates époxy qui sont fabriqués à partir de bisphénolate. Très typique, très fréquent, et donc là, il faut faire attention. Pourquoi réglementation de l'Union européenne? Eh bien, parce que le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire un produit chimique qui imite une hormone dans le corps humain. Vous avez ici la structure du bisphénol A et d'un œstrogène très important dans le corps humain, c'est l'œstrogène, une hormone sexuelle féminine. Vous avez ici la partie rouge de la molécule qui est appartient au groupe des phénols. Qu'on retrouve également dans le bisphénol. Et donc, la colle ici, l'adhésif, cette enzyme, et cet estrogène va s'accrocher à l'enzyme et comme il y a des structures moléculaires semblables, le BPA va lui aussi s'accrocher à ces récepteurs avec les mêmes effets que l'hormone. Vous avez ici certains effets typiques des œstrogènes sur le corps féminin. Et les effets seront pareils en dépit de concentrations parfois réduites. Donc, l'idée ici est tout à fait différente. Pourquoi est-ce qu'on réglemente? Dans les PFAS, on réglemente pour protéger l'environnement, pour éviter la contamination de l'environnement. Ici, il y a un effet véritablement dangereux sur le corps humain. Et donc, en 2024, on a interdit l'utilisation intentionnelle du bisphénol A et d'autres bisphénols dangereux dérivés du bisphénol. Et la différence essentielle, c'est l'utilisation intentionnelle. Il ne s'agit pas de la présence, comme on l'a dit précédemment pour les PFAS. L'application de ces règlements est très large et elle s'applique aux adhésifs, au caoutchouc, aux résines échangeuses d'ions, au plastique, aux encres d'imprimerie, au silicone et au vernis et revêtements. Donc, pratiquement tous les types d'emballages alimentaires. Une exception, il est un peu moins strict pour les papiers et les cartons, mais il est également recommandable pour les papiers et cartons de procéder à une élimination progressive de l'utilisation intentionnelle. Et le BFAS, en effet, fait l'objet d'une observation stricte et ce n'est pas encore le cas en Europe, mais sur le marché américain, ils sont très attentifs à ça. Et en aide, ils sont en train de planifier un nouveau règlement sur la limitation des BPA et des BFAS. Et dans un certain nombre d'autres pays, dans de nombreux pays, en fait, ces produits chimiques sont sous surveillance étroite. Donc, le règlement exige une interdiction pour le bisphénol A et d'autres bisphénols dangereux. Que sont les bisphénols dangereux? En fait, le règlement recoupe un autre règlement européen, un règlement qui porte sur l'étiquetage et les avertissements, étiquetage d'avertissement contre les produits chimiques dangereux. Et par produits chimiques dangereux, on entend les produits mutagènes qui peuvent endommager l'ADN humain, carcinogéniques, donc ils peuvent causer le cancer, qui sont toxiques pour la reproduction, donc ils peuvent être nuisibles au fœtus dans le ventre de la mère ou avoir un impact sur la fertilité, et les perturbateurs endocriniens. Si une de ces quatre catégories est d'application dans le cadre, dans ce qui concerne un PPA, un bisphénol, ce bisphénol sera considéré comme dangereux. Et dans le règlement CPR, j'ai trouvé 5 substances qui sont définies ici. Vous avez ici un bisphénol qui s'applique à chacune de ces quatre catégories, le BPA, le BPS et le bisphénol AF.
Ces deux ici, l'isobutyl éthylènephénol et le tétrabrombisphénol, n'ont aucun lien avec l'emballage. Ils sont utilisés dans d'autres secteurs. Donc, trois substances concernant les emballages, qui sont couvertes par la définition des bisphénols dangereux. Le bisphénol A, le bisphénol S et le bisphénol F. Et puis, vous avez deux autres substances qui font l'objet d'une observation critique, du moins au sein de l'Union européenne actuellement. Il s'agit du bisphénol B et du bisphénol F. On sait qu'ils causent eux aussi des effets endocriniens. Et donc, d'ici 1 ou 2 ans, ces deux substances devraient elles aussi être considérées comme des bisphénols dangereux. Le règlement définit trois types d'interdiction. La première, c'est que tout emballage ou tout article, tout objet en contact avec les aliments ne doit pas être fabriqué avec du bisphénol A. Donc l'utilisation intentionnelle du BPA sera interdite, avec deux dérogations dont je vous parlerai un peu plus tard. De même, tous les autres bisphénols dangereux, en particulier le BPS et le BPAF, sont également interdits. Leur utilisation intentionnelle est interdite. Si maintenant vous utilisez un autre bisphénol ou votre fournisseur d'emballage utilise un autre bisphénol, par exemple le bisphénol F, le bisphénol B, le bisphénol M, qui ne sont pas dangereux, ça c'est autorisé. Vous serez toujours autorisé à utiliser un bisphénol non dangereux. Mais dans le produit, on ne peut détecter absolument aucun bisphénol A. Et ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir démontrer. En fait, voici les deux exemptions dont je vous ai parlé là tout à l'heure. Ce sont les résines époxy qui sont appliquées sous des grands containers ou pour les membranes de filtration en polysulfane, qui sont des éléments filtrants dans la production alimentaire. Donc, si vous utilisez ça, il vous faut faire attention parce que vous ne devez pas faire attention parce que si vous utilisez dans vos usines, dans votre pays, donc en dehors de l'Union européenne, et à ce moment-là, vous ne tombez pas sous la coupe de ce règlement. Donc, vous pouvez continuer à utiliser le bisphénol A dans ces cas-là, mais là où vous devez faire attention, c'est lorsque vous importez dans l'Union européenne, lorsque vous les placez sur le marché européen. Et ça, ce n'est pas le cas pour ces filtres ou ces containers, mais c'est le cas pour les emballages. Donc, les dérogations, ces dérogations ne devraient pas vraiment être importantes dans votre cas. Ce qui est important, c'est que vous devez préparer une déclaration de conformité. La déclaration de conformité est décrite dans l'annexe 3 de ce nouveau règlement et elle contient énormément d'éléments dont nous vous avons déjà parlé auparavant. Donc, dans le règlement sur le plastique, il y a également déjà une déclaration de conformité depuis des décennies. Et la première partie est assez semblable. L'identité et l'adresse de votre société ainsi que la déclaration de conformité qui doit être émise par un consultant. Alors à ce moment-là, il y aura une deuxième adresse. Quel est le matériel ou l'objet? Quelle est son identité? Peut-être un numéro de référence et puis une date de la déclaration. Et puis, il y a quelques nouveautés. Il faut maintenant inclure également un numéro de téléphone ou email actualisé. Donc, ça peut être celui de votre desk à l'entrée de votre installation ou une adresse email sur votre site web, etc. Mais il faut que le client, le consommateur puisse s'adresser à vous directement. Et puis, vous devez mentionner s'il y a des bisphénols ou des dérivés de bisphénols qui soient présents dans la fabrication. Pas seulement les bisphénols dangereux, mais également les non dangereux. Parce que si vous utilisez des bisphénols non dangereux, vous devez quand même prouver qu'il n'y a pas de BPA dedans. Donc, si vous voulez exporter vers l'Union européenne, l'Union européenne attend de vous que vous confirmiez qu'il n'y a pas de bisphénol ou de dérivés de bisphénol qui soient utilisés. Et certaines personnes pensent que ceci c'est uniquement un amendement du règlement 10-2011 sur l'utilisation des plastiques, mais
ici, ici, il s'agit d'un règlement chimique individuel qui ne traite que du bisphénol A. Il est vrai que ceci change également le règlement 10-2011, mais c'est une réglementation à part entière, individuelle. Et donc, les autorités s'attendent à ce que vous confirmiez que les matériaux ou l'emballage que vous avez utilisé respectent le règlement 2024/3190. Ça doit être écrit en toutes lettres sur la déclaration de conformité. Donc ça, c'est l'obligation que vous devez respecter. J'ai déjà mentionné 2 ou 3 fois que parfois, il est nécessaire de réaliser des analyses. Le besoin d'une analyse du matériel d'emballage est décrite dans l'article 9 qui définit des méthodes permettant de contrôler la teneur en BPA et également la libération des BPA avec une limite de détection de 1 microgramme par kilogramme, donc une ppm, qui est une limite de détection extrêmement basse. En fait, la méthode officielle dit que le règlement dit que ça doit être développé par les autorités au sein de l'Union européenne, mais ceci ne s'est pas encore produit. Donc, il n'y a pas de méthodologie officielle sur la manière de procéder, mais en Europe, il y a déjà une série de laboratoires qui proposent l'analyse des BPA avec cette limite de détection de 1 ppm. Donc ça, c'est un ppb, excusez-moi. Donc c'est une limite extrêmement basse et d'un point de vue scientifique, on a la même limite pour la teneur et pour la libération ou migration spécifique du bisphénol. Et ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. En fait, quand est-il nécessaire de réaliser un contrôle analytique? Eh bien, la nouvelle législation n'exige pas un contrôle analytique de tous les matériaux ou de chaque matériau d'emballage. Le libellé du règlement dit que le bisphénol A ne doit pas être utilisé. Donc, si vos fournisseurs peuvent vous confirmer qu'ils n'utilisent pas le BPA, vous êtes normalement en conformité. Mais si le fournisseur confirme qu'il y a un autre bisphénol qui est utilisé, et aussi il dit que le bisphénol A est utilisé, vous devriez immédiatement abandonner ce matériau parce qu'il ne sera plus autorisé au sein de l'Union européenne. Mais tout autre bisphénol est utilisé, par exemple le bisphénol M ou le bisphénol B, c'est-à-dire des bisphénols qui ne sont pas dangereux pour la santé. Ça, c'est autorisé. Donc, si votre fournisseur vous dit qu'il utilise le bisphénol M pour la fabrication de son matériau d'emballage, vous devez demander à un laboratoire d'effectuer une analyse, un contrôle analytique. Le laboratoire doit confirmer que le contenu en BPA est inférieur à 1 partie par milliard. Ça, c'est vraiment... Et là, il est nécessaire d'effectuer un contrôle analytique. Le contrôle analytique est également nécessaire lorsque vous utilisez une des exemptions. Si par exemple dans votre production vous employez un réservoir de plus de 1000 litres ou que vous utilisez des filtres qui contiennent du BPA, à ce moment-là, il vous faut réaliser un test de migration dans les aliments. Et ça doit être pas détectable. Donc, la législation vous demandera de faire une analyse des taux de bisphénol A à partir d'un laboratoire. Le contrôle analytique du bisphénol A n'est pas nécessaire si le fournisseur confirme qu'il n'utilise pas intentionnellement le bisphénol. Donc, si vous n'utilisez pas le bisphénol, il n'y a pas besoin de réaliser des analyses. Et ceci inclut également les contaminations accidentelles. Donc, la présence de BPA par une contamination accidentelle est approuvée par la Commission européenne parce que ce type de contamination accidentelle n'est pas couvert par la loi, ce n'est pas intentionnel. Donc, si un client, un
laboratoire vous informe qu'ils ont trouvé 2,5 ppb de bisphénol dans un matériau, vous pouvez lui dire que c'est autorisé, que ce n'est pas couvert par la législation. Il n'y a que l'utilisation intentionnelle de ces substances qui est visée par la loi et qui est interdite. Donc ici, il n'est pas nécessaire, lorsque le fournisseur confirme qu'il n'utilise pas intentionnellement le bisphénol A, vous n'avez pas besoin d'analyse. Donc quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés avec le BPA? Le problème, et le problème le plus important, en réalité, c'est cette limite de détection tellement faible de 1 ppb qui est un problème pour les laboratoires. Il y en a très peu qui peuvent offrir ce niveau de détection. Même ici en Europe, il y a peut-être une poignée de laboratoires qui peuvent détecter en toute sécurité 1 ppb. L'année passée, il était assez habituel que les laboratoires puissent offrir une limite de détection d'une partie par million, mais un facteur de 1000 supérieur, une partie par milliard, eh bien, il y a très peu de laboratoires qui ont pu adapter leur méthode pour arriver à ce niveau de granulométrie tellement fine. Mais il y a également le risque de résultats de faux positifs. Par exemple, 1 ppb, c'est pratiquement rien du tout. C'est une concentration extrêmement faible. Et même si vous avez une contamination non souhaitée ou imprévisible pendant le transport de vos échantillons vers le laboratoire, ou par exemple dans l'utilisation d'un emballage inadéquat ou que votre aliment est emballé dans des cartons que vous employez pour transporter aux clients, le carton peut contenir, en particulier le carton recyclé, peut contenir du bisphénol A et vous pouvez contaminer accidentellement vos aliments. Donc, le risque de contamination accidentelle est assez élevé. Et puis, au sein du laboratoire même, il peut arriver que les lacunes des équipements utilisés puissent provoquer une contamination et fournir des faux positifs. Donc ici, de nouveau, comme dans les PFAS, il est conseillé de choisir un laboratoire qui a une expérience démontrée pour pouvoir traiter les échantillons et éviter toute contamination croisée et avec toutes les mesures de qualité en place pour éviter cette contamination croisée et donc des résultats des faux positifs. Pour l'interdiction du BPA, le calendrier est un peu plus compliqué. Vous vous souvenez, pour les PFAS, c'était assez simple, 12 août 2026, et puis ça y est. Ici, pour les BPA, la situation se complique un peu. Pour les emballages vides, donc par exemple, vous achetez une canette ou une pellicule avec de l'encre d'impression, etc. Vous pouvez utiliser le BPA jusqu'au 20 juillet de l'année prochaine. Jusque-là, il vous faudra déjà fournir une déclaration de conformité et si le fournisseur vous confirme que le BPA apparaît dans la liste de produits ou qu'il est utilisé en production, il vous faut informer, dire OK, nous avons une période de transition jusqu'au 20 juillet de l'année prochaine et avec cette déclaration, vous dites OK, on a du bisphénol A, mais on va l'abandonner. Donc vous avez jusqu'au 20 juillet de l'année prochaine dans ce cas-là. Maintenant, pour les boîtes de conserve ou les matériaux d'emballage qui sont destinés aux fruits et aux légumes ou aux produits de la pêche. Il y a une période prolongée. Ici, on peut toujours vendre des emballages vides jusqu'au 20 janvier 2028. Si vous avez acheté, par exemple, ce type de récipient, vous les avez stockés et que vous voulez mettre des aliments à l'intérieur, vous disposez d'une année supplémentaire dans les deux cas. Donc, que ce soit pour les produits à base de fruits ou de poissons,
ou de légumes, vous avez une année supplémentaire de période de transition et vous pouvez continuer à utiliser ces produits pour remplir vos conteneurs. Si maintenant les aliments se trouvent déjà à l'intérieur et que la boîte est fermée, vous avez une autorisation de vendre ces produits jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, parce que il n'y a plus de limite temporelle dans ce type de situation. Donc, pour conclure, j'ai déjà mentionné au début que nous avons une limite sur la concentration de PFAS dans les emballages, tandis que pour les BPA, nous avons une interdiction générale. Alors, pour pouvoir respecter ces règlements, la première étape pour les PFAS, c'est de vous assurer que tous les fournisseurs d'emballage que vous utilisez n'utilisent pas les PFAS intentionnellement. Nous espérons vraiment que les chaînes logistiques de vos clients en Europe vont abandonner le PFAS à la longue. Le test de fluor total est recommandé pour les plastiques qui sont thermostables et pour les cartons résistants à l'eau et aux acides gras. Et une forte recommandation, c'est pour tous les types d'emballage, convaincre les clients que la déclaration d'absence de PFAS est suffisante. Donc, si vous confirmez, si votre fournisseur confirme qu'il n'utilise pas intentionnellement PFAS dans les emballages, on confiera dans le fait qu'il n'y aura pas de PFAS dedans parce que vous ne serez pas capable de trouver suffisamment de capacité de laboratoire suffisante et les analyses sont tellement coûteuses que la plupart des industries ne pourront pas se permettre de couvrir l'analyse de tous les types de PFAS dans les emballages. Et à droite, pour la grande majorité des emballages, la confirmation d'un abandon du BPA ou qu'il n'y a pas de BPA ou d'autres bisphénols sera suffisante avec quelques dérogations dont je vous ai parlé plus tôt dans la présentation, mais il faut absolument éviter l'utilisation du BPA. Ça, c'est très important. Et si une analyse des BPA est nécessaire parce qu'un autre bisphénol non dangereux a été utilisé, il faut démontrer qu'il n'y a pas de BPA dans les résultats. Et si vous utilisez des grands conteneurs ou ces membranes filtrantes, il vous faut pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de migration. Et dans ce cas, il faut trouver un laboratoire qui a une expérience avec ce type d'analyse et discuter avec ce laboratoire comment éviter la contamination, c'est-à-dire comment conditionner les échantillons qu'on va leur envoyer pendant le transport, etc. Très bien. Avec ceci, je vous remercie pour votre attention pendant cette petite heure. Je remercie Agrinfo de m'avoir invité aujourd'hui et comme Axel a déjà dit, il nous reste une trentaine de minutes pour couvrir, nous l'espérons, la plupart de vos questions. Merci beaucoup, Andreas, pour cet excellent exposé. Je dois dire que c'était très éclairant.